J'arrive pas à savoir. Est-ce que vous êtes penché ou est-ce que ça va? On va dire que ça va. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Je suis enchantée parce que ça fait des années que je n'ai pas fait d'update lecture sur cette chaîne qui est pourtant une chaîne booktube. J'ai 6 livres à vous présenter, ce qui est énorme pour moi, pour un début d'année. Vous allez me dire 6 livres, on est en mars. C'est pas énorme du tout, Enza. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que je suis la booktubeuse qui lit le moins de France. Que dis-je? Du monde! C'est pour ça que je suis ravie, puisque je vais vous parler de 6 livres aujourd'hui et qu'il y a vraiment du bon dans cette sélection, donc restez avec moi. Le premier livre dont je vais vous parler, c'était le dernier livre que j'ai lu en 2022. Oui, je voulais quand même le mentionner, parce que peut-être que ça pourrait intéresser des gens, étant donné que c'est un classique français. Il s'agit de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, que j'avais envie de lire depuis très longtemps. On me le vendait comme une fiction sur un conflit entre une adolescente et sa belle-mère. On m'avait vendu aussi une très belle plume et un truc très poétique, etc. Donc j'étais plutôt emballée. Et que vous dire ? Je l'ai lu il y a 3 mois et j'en ai pas non plus des souvenirs énormes. J'ai rien de particulier qui m'a marqué dans cette histoire, à part peut-être que je me suis dit que se passait pas non plus grand chose et que la relation entre le père et la fille était un peu chelou. Comment vous dire, pas malsaine ou quoi que ce soit, mais la relation était un peu bizarre. Je sais pas trop quoi penser. Il est vrai que la plume était plutôt agréable, mais je trouvais qu'elle était pas assez claire et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut lire entre les lignes et je m'attendais pas à ça. Je pensais que vraiment le conflit il allait être écrit noir sur blanc et en fait c'est beaucoup de non-dits et j'ai pas particulièrement apprécié ce livre. Mais je vous accorde le fait que c'est une belle écriture et que c'est un peu poétique et que c'est très facile à lire et agréable, c'est court, donc si jamais le plot vous dit, allez-y. Et puis j'aimerais bien connaître votre avis, vous, sur cette histoire, parce que je sais que, voilà, Bonjour Tristesse c'est quand même un livre qui est apprécié par beaucoup de gens, donc peut-être que vous l'apprécierez plus que moi. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'était une relecture, c'est un livre que j'ai lu il me semble 3-4 fois dans la vie, un tout petit livre à Ante Christa d'Amélie Nothomb, et cette relecture a été un succès. Je l'ai pas vraiment relu en soi parce que je l'ai écouté en livre audio. J'avais un trajet de 2 heures à faire et il me semble que ce livre durait 2 heures, donc c'était très rapide. Et ça m'a replongé dans mes souvenirs d'adolescente parce que c'est un livre que j'ai découvert quand j'étais en seconde. C'est ma prof de français qui m'avait demandé de le lire et j'avais adoré. Et j'ai adoré encore, je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'évidemment il y a des trucs un peu what the fuck et c'est pas parfait et l'écriture d'Amélie Nothomb est assez spéciale je trouve. Mais cette histoire m'avait touchée. En fait on suit Blanche qui rentre à l'université et qui est une élève et une fille très timide, très introvertie, et elle rencontre Christa qui est tout l'inverse. Et elle se dit qu'elle a envie de devenir son amie et un jour Christa lui adresse la parole. Et de fil en aiguille, elle commence à s'installer chez elle pour une raison que je vous laisse découvrir. Et en fait, Christa, elle prend de plus en plus de place dans la famille de Blanche. Et ça devient insupportable à lire, tout simplement. C'est une histoire qui est à la fois agréable à lire, mais en même temps horrible. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour Blanche, je me suis toujours retrouvée un peu en elle, alors qu'en soi, je suis pas non plus quelqu'un d'extrêmement introverti, mais en fait, elle a tellement besoin d'amis qu'elle accepte cette présence chez elle, et ensuite, quand Christa prend de plus en plus de place, on est dans les pensées de Blanche qui se dit qu'elle a juste envie de récupérer son espace et d'être de nouveau seule parce que Christa elle vient lui pourrir la vie. C'est vraiment très intéressant à lire. Il y a beaucoup de scènes assez lunaires, mais je voulais vous parler d'une scène en particulier. C'est pas du spoil parce que de toute façon si vous avez lu le résumé vous voyez un peu de quelle direction ça part, mais en gros la première fois que Christa va chez Blanche, elle lui demande d'essayer une robe qui est dans sa garde-robe et Blanche veut pas, et donc Christa elle l'essaye, elle l'enlève, donc elle est à poil et elle se met à forcer Christa à se déshabiller pour mettre la robe, donc clairement agression sexuelle, on est d'accord. C'est pas tellement adressé dans le livre, je veux pas m'avancer sur ce terrain, mais bon, pour vous dire la scène lunaire, donc elles sont en train de se battre en rigolant, enfin Christa rigole, Blanche rigole, pas de fou, et là il y a la mère de Blanche qui rentre. Et Christa se présente à elle, à poil, toujours. Et la mère de Blanche la trouve absolument charmante. Genre, c'est pas bizarre. Je rentre dans la chambre de ta fille, tu l'entends limite se débattre et tu vois qu'il y a une meuf que tu connais pas à poil sur elle qui essaie de la forcer à mettre une robe. Et toi, tu te dis, mais quelle fille charmante.
what the fuck. Je sais pas si j'avais découvert ce livre cette année, je l'aurais autant aimé. Il y a quand même une espèce de petit feeling de nostalgie qui fait que j'aimerais toujours cette histoire. De façon générale, j'aime assez les histoires d'amitié qui partent un peu en cacahuète. Je sais pas pourquoi, mais ça me branche bien. Je vous le recommande franchement si vous avez envie de découvrir l'écriture d'Amélie Nothomb. J'ai jamais rien lu d'autre d'elle, donc je sais pas si c'est vraiment une autrice que j'apprécie ou si c'est juste ce livre en particulier, mais il est très très court, donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à le lire et à me donner votre avis sur ce livre. Je sais que c'est un livre qui divise. Je serais très curieuse de connaître votre avis là-dessus. Ensuite, on va parler d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Il me semble qu'il était sorti quand même en 2016, je crois. Mais on en a vraiment entendu parler, enfin en tout cas j'en ai entendu parler vraiment l'année dernière. Il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est un livre que j'ai adoré, qui est un gros coup de cœur, auquel j'ai mis 5 sur 5. Il faut savoir que c'était la première fiction que j'écoutais en livre audio en anglais, donc déjà il m'apporte une certaine fierté parce que je m'étais toujours dit que j'aurais du mal à suivre de la fiction en anglais. J'avais déjà écouté des autobiographies, mais de la fiction pas tellement. Bon, au final, cette histoire c'est un peu un mélange de fiction et d'autobiographie, puisque en fait on va suivre Monique, qui est une petite journaliste pour un magazine aux États-Unis et qui du jour au lendemain est appelée pour interviewer Evelyn Hugo, qui est une des plus grandes stars américaine. Si je devais la comparer à quelqu'un, ce serait peut-être une espèce de Marilyn Monroe contemporaine qui aurait vieilli, puisque au moment où elle demande cette interview, elle a 80 ans presque. Déjà, on a cette espèce de petit mystère qui est pourquoi est-ce qu'elle insiste pour que ce soit Monique, qui n'est a priori personne dans le monde du journalisme. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument que ce soit elle qui fasse son interview? Donc ça, c'est un premier mystère. Et ensuite, on a la vie d'Evelyn Hugo et sa vie avec ses 7 maris. Et l'histoire prend une tournure que je n'attendais pas du tout. En général, quand je prends un livre et que je pense qu'il va s'agir de quelque chose et que finalement j'ai pas cette chose, je suis déçue. Et bien là, pas du tout. C'était exceptionnel. J'ai adoré la tournure des événements, adoré le personnage d'Evelyn qui est un personnage vraiment bien écrit, très complexe, qu'on pourrait détester parce qu'elle a fait des choses horribles dans sa vie et pour autant qu'on peut pas s'empêcher d'aimer un petit peu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un personnage qui s'excuse pas en fait d'être qui elle est. J'ai vraiment beaucoup aimé cette femme. L'écriture était très agréable. Si jamais vous commencez la VO, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le vocabulaire est ultra simple. En termes de personnage, j'ai quand même eu un coup de cœur pour le mari numéro 5, Harry. Vraiment, la relation avec Evelyn était incroyable et si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le recommande. Si vous hésitiez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur palle et qui l'ont pas encore sorti, et ben c'est votre signe, il faut le lire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'adorerais débattre sur ce sujet avec vous. Le 4e livre dont j'aimerais vous parler, c'est The Paris Apartment de Lucy Foley, que j'ai lu il y a de ça un mois, il me semble, j'ai dû finir il y a un mois. J'ai mis beaucoup de temps pour le lire. Je voulais absolument le lire parce que j'avais adoré The Guest List, qui était d'ailleurs dans mon top de mes livres préférés de l'année 2023. Et donc je voulais absolument continuer avec cette autrice qui est Lucy Foley, qui écrit maintenant quasiment que des thrillers. J'ai mis 3 sur 5. Ça commençait très bien parce que on était sur un peu la même mécanique, enfin pas la même mécanique mais en tout cas le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on avait plein de points de vue différents. C'est une mécanique que j'aime beaucoup dans les thrillers parce que j'aime bien découvrir les choses au fur et à mesure sous différents points de vue. Des fois on découvre quelque chose sous un point de vue qui est en fait complètement différent vu par l'autre personnage et donc j'aime bien cette mécanique. Et donc j'étais plutôt enthousiaste au début de ce roman. On va suivre Jess, il me semble, je suis même plus sûre que c'est son prénom. Vous voyez à quel point elle m'a marqué celle-là. Il contacte son frère Ben qui vit à Paris. De base ils sont anglais et Jess vivait à Londres et elle le contacte un jour parce qu'elle a perdu son travail et qu'elle a un petit peu envie de partir loin de Londres et donc elle contacte son frère pour savoir si elle peut venir chez lui un petit peu. Il lui dit oui, sauf que arrivé en bas de son appartement, il ne répond plus. Sur plusieurs chapitres, on va voir comment est-ce qu'elle arrive à rentrer dans ce fameux immeuble parisien qui a l'air incroyable, rempli de gens riches. Et donc elle va s'installer chez Ben en attendant qu'il rentre, sauf que au bout de quelques jours, il n'est toujours pas rentré. Donc Jess, elle va mener un petit peu l'enquête pour savoir ce qui s'est passé avec son frère. Et elle va découvrir, elle va apprendre à connaître tous ses voisins qui sont tous plus flippants les uns que les autres. Voilà. Ce que je retiens de ce livre, c'est que il n'y a vraiment aucun personnage de cette histoire et aucun habitant de cet immeuble qui est sympathique. J'ai accroché avec aucun des personnages. Et encore, j'aimerais bien vous dire que j'ai adoré les détester parce que dans The Guest List, les personnages principaux, je les ai détestés, mais j'ai quand même adoré ce livre parce que j'ai adoré les détester. Là, eux,
c'est juste, ils m'ont laissé de marbre. Vraiment, je les ai trouvés vraiment pas agréables. J'aurais pas aimé que ce soit mes voisins. La personnage principale qui est Jess était pas intéressante du tout. Limite stupide. Elle prenait des décisions des fois que je trouvais ridicules. Il y a une espèce de romance à un moment qui se développe avec un autre personnage et j'ai pas compris. Ça n'avait pas lieu d'être. J'ai pas aimé cette partie de l'histoire. Si je dois retenir quand même un truc un personnage peut-être qui m'a un petit peu moins laissé de marbre, ce serait peut-être le personnage de Mimi. J'aime bien les personnages un petit peu tarés en général. J'aime bien rentrer dans la psychologie des gens pas sains d'esprit. Petit spoil, pas vraiment. Si jamais vous voulez vraiment rien connaître de cette histoire, et ben à ce moment-là, bouchez vos oreilles pendant quelques secondes, mais je voulais vous parler d'une scène qui m'a marquée en particulier. Alors, je vous dis, moi j'aime bien un peu les histoires où il y a un fou ou une folle. À un moment donné, c'était vraiment mon délire de regarder des films où il y avait quelqu'un qui devenait complètement obsédé parce qu'il tombait amoureux de quelqu'un mais que c'était pas réciproque, etc. Genre un peu délire érotomane et tout. Et j'avais regardé plein de films. Il y avait un film avec Beyoncé comme ça et il y avait un autre film, j'ai pu trouver le nom. Mais c'était un truc obsession ou je ne sais quoi avec un mec qui était complètement obsédé par une femme et il allait dans sa chambre d'hôtel. Je me souviens de cette scène qui m'avait marquée. Vous allez voir pourquoi je fais le parallèle après. Il allait dans sa chambre d'hôtel et il était tellement taré qu'il prenait sa brosse à dents et qu'il la léchait. Cette scène m'a marquée. J'ai vu ce film il y a peut-être 10 ans. Dans The Paris Apartment, il y a une scène où un personnage un peu érotomane sur les bords s'infiltre dans l'appartement d'un autre de nos personnages, va dans la salle de bain. Donc, toujours un petit délire avec les salles de bain, voit les poils de barbe sur l'évier et décide de les manger, de les avaler. On est encore sur un level au-dessus, là. Voilà, c'est une scène qui m'a marquée. Je voulais vous en parler parce que vraiment j'étais en mode « Ah oui, quand même !» C'est pas très normal de faire des trucs comme ça. Et un autre point aussi que je voulais aborder qui m'a fait rire vraiment tout le long du livre, c'est parce que je suis française et que ça se passe à Paris. Les gars, pourquoi est-ce que dans cette histoire, tout le monde, tous les personnages français se mettent à parler anglais? Il n'est pas du tout question de dire que les personnages parlent français et que donc elle traduit en anglais ce qu'ils disent en français. Non, non, les personnages switchent directement. Souvent, ils commencent à parler en français, puis quand ils se rendent compte que la personne est anglaise, et ben se mettent à parler en anglais. Mais c'est comme si, en fait, tous les gens de Paris parlaient anglais, mais un anglais vraiment parfait, et surtout faisaient l'effort de parler en anglais dès qu'ils croisaient quelqu'un qui parle pas français. C'est pas comme ça du tout à Paris, hein, je vous le dis. Moi je suis prof à Paris, si tout le monde parlait anglais, je serais au chômage. Donc non. Et si vous croisez un anglais et qui fait pas l'effort de vous parler français, vous allez sûrement pas faire l'effort de parler anglais. Voilà, c'est juste quelque chose qui me faisait lever les yeux au ciel à chaque fois que j'étais en mode. Mais oui, bien sûr, tout le monde s'adapte à cette petite londonienne qui débarque. En plus, en sachant que les personnages sont pas agréables du tout, ça m'étonnerait qu'ils fassent tous l'effort de parler, en plus tous anglais entre eux pour que la Jess se comprenne. Ça n'arrive jamais ça. Donc voilà pour mon avis sur The Paris Apartment, qui était une déception comparée à The Guest List. Hein. Si vous hésitez entre les deux, allez sur The Guest List sans hésitation. Le 5e livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'une autobiographie. J'aime de plus en plus ce genre de livre depuis quelques temps. Je l'ai écouté aussi en livre audio. C'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Elle le jouait dans iCarly, qui est une série que j'ai jamais regardée. Pour être honnête, je connaissais pas du tout Janet McCurdy. Et c'est pas pour ça que son livre était pas intéressant. Je vous expliquais dans ma vidéo top de l'année 2023 que j'avais lu l'autobiographie de Britney Spears et que ce n'était pas intéressant si vous n'étiez pas intéressé par Britney Spears en soi. Là, pour Janet McCurdy, c'est pas du tout pareil parce que je la connaissais pas du tout, mais je voulais quand même lire ce livre parce qu'il aborde des thèmes très importants, à savoir les relations toxiques entre mère et fille. Le titre, c'est quand même assez parlant et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. On sait très bien que c'est elle qui l'a écrit. Moi, j'ai écouté le livre audio et c'est elle qui l'a enregistré, donc c'était hyper intéressant d'avoir sa voix pour raconter sa propre histoire. J'ai trouvé que c'était vraiment un plus. Dans ce livre, elle parle en long, en large, en travers de sa relation avec sa maman, qu'elle considérait vraiment comme son héroïne quand elle était petite. Elle voulait vraiment tout faire pour lui faire plaisir et c'est pour ça qu'elle a accepté, est-ce qu'on accepte vraiment de faire quelque chose quand on a 6 ans, bref, qu'elle est rentrée dans l'industrie de la télé, hein, parce que sa mère l'a un petit peu forcée à passer des castings, etc., à prendre des cours de théâtre, etc. Et dans ce livre, elle explique vraiment en détail que c'est pas vraiment quelque chose qu'elle aimait. On voit au fur et à mesure des années sa relation avec sa mère évoluer, se dégrader, et il y a une autre partie qui se passe après sa mort. C'est cette partie-là que j'ai trouvé la plus intéressante parce qu'elle va faire une thérapie par rapport à des problèmes qu'elle a, notamment des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, trigger warning, on parle avec beaucoup de détails de ces TCA.
Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, ne lisez peut-être pas ce livre parce qu'il y a quand même beaucoup de détails sur la façon dont elle gérait ses crises. Bref, après la mort de sa mère, donc elle entame une thérapie pour régler ses problèmes liés à ses troubles du comportement alimentaire. Et c'est à travers ces thérapies qu'elle s'est rendue compte que sa mère était carrément abusive. Mais je trouvais ça très intéressant le chapitre où elle s'en rend compte vraiment parce que la première fois que sa thérapeute lui dit que sa mère a clairement abusé d'elle de façon psychologique, elle est complètement dans le déni, elle dit c'est impossible, ma mère elle a toujours tout fait pour moi et donc c'est pas possible, c'est pas à cause d'elle que j'ai ces problèmes, etc. Et ensuite elle y réfléchit et elle comprend que en fait oui, tous ces problèmes découlent de la relation qu'elle avait avec sa mère. C'est un passage qui m'a plu en particulier, mais de façon générale le livre m'a plu. C'est écrit de façon un peu légère, mais les thématiques sont pas légères du tout, donc si vous n'êtes pas dans un bon mood, je vous recommande peut-être pas de le lire maintenant. Et encore une fois, voilà, si les TCA c'est quelque chose qui vous trigger, ne le lisez pas. En revanche, si les relations un petit peu dysfonctionnelles, familiales vous intéressent, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très bien décrit. Moi c'est pour ça que je voulais le lire. J'étais très curieuse de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait parler de sa mère comme ça, en vue du titre. Ma curiosité a été satisfaite, même si j'étais bien au courant que le fait d'être la fille de quelqu'un ne nous force pas à maintenir un lien constant avec cette personne. J'en avais bien conscience qu'il y a des personnes qui sont manipulatrices, des mères qui sont manipulatrices et toxiques, et c'est le cas de la mère de Janet McCurdy, et voilà, j'ai trouvé son cheminement pour arriver à cette conclusion intéressante, et en même temps, c'est pas manichéen dans le sens où elle se rend compte de tout ce qu'elle a subi à cause de sa mère et elle lui voue pas quand même une haine parce que ça reste sa mère et qu'elle lui a quand même apporté des choses. Donc voilà, j'ai trouvé que la balance était bien faite dans ce livre, donc je vous le recommande si c'est un thème qui vous intéresse. Enfin, je vais vous parler d'un deuxième coup de cœur que j'ai eu en ce début d'année. Donc quand je vous disais que vraiment c'était un bon cru, je le pensais vraiment, puisque je vais vous parler de Deux sœurs de David Fuenquinos, qui est une nouvelle. J'ai lu sur ma liseuse et il y avait 109 pages, c'est pas beaucoup. Je ne pensais pas qu'une nouvelle pourrait me mettre une telle claque. Je l'ai mis 5 sur 5. De base, je l'ai commencé en pensant qu'il s'agirait simplement d'une fiction contemporaine, parce que le dernier livre que j'avais lu, d'ailleurs le premier et le dernier que j'avais lu de cet auteur, c'était numéro 2. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans mon bilan de 2023, puisqu'il fait partie de mes coups de cœur de l'année. Et c'était une fiction contemporaine toute simple. Donc j'ai commencé cette histoire sans vraiment lire le résumé et en me disant que ce serait l'histoire de deux sœurs. J'ai une sœur, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être intéressant, comme j'avais vraiment adoré La plume de David Fuenquinos. Je trouvais qu'il avait très bien retranscrit les émotions dans son livre que j'avais lu, donc je me suis dit voilà, peut-être qu'il va explorer la relation entre sœurs et ça peut être intéressant. Que nenni, ce n'était pas ça du tout. La fiction contemporaine que je pensais que ce serait s'est transformée en thriller psychologique. Cette nouvelle est divisée en deux parties. Première partie, on suit notre héroïne, Mathilde, qui se fait larguer par son mec avec qui elle est depuis 5 ans, parce que ce jeune homme a décidé de retourner avec son ex, parce qu'il n'a visiblement jamais réussi à l'oublier en 5 ans avec Mathilde, donc vraiment la loose. Et donc dans cette première partie, on va suivre un peu la descente aux enfers de Mathilde. Elle est prof, donc je me suis un peu retrouvée en elle, mais pas vraiment, vous allez voir. On la suit au travail, on la suit un peu dans sa tristesse, et ça m'a quand même beaucoup touchée parce que, ayant vécu moi-même une rupture il y a quelques années, j'ai trouvé que la retranscription des émotions qu'on ressent quand on vient de se faire abandonner est vraiment très bien faite. Ça m'a un peu touchée en plein cœur, j'avoue, là-dessus il m'a eu. Qu'elle essaie quand même de garder la face et elle va au travail et elle adore tellement son travail qu'elle explique que c'est quand même ça qui la pousse à se lever quand même tous les matins en dépit de sa tristesse, etc. Sauf qu'il va se passer quelque chose au travail qui va faire qu'elle va descendre encore plus bas, et donc on va arriver dans la partie 2. La partie où sa sœur lui propose de venir vivre chez elle pour se reconstruire. Donc vivre chez elle avec sa petite famille, donc son mari et son enfant. Et alors à partir de là, ça part en cacahuète. Là, on est dans la tête de Mathilde, on voit que la descente aux enfers ne s'arrête pas. Elle essaye de garder la face, elle s'occupe de Lily, etc. Elle commence à développer une relation un petit peu bizarre avec le mari de sa sœur. Même si la fin, j'avais quelques petits pressentiments, je m'attendais pas à me prendre une claque comme ça quand même. J'ai regardé les avis sur ce livre, il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé et qui ont dit que la fin était prévisible. C'est pas faux, mais
je me suis quand même pris une claque. Et j'ai trouvé quand même que la psychologie des personnages était exceptionnelle parce que à un moment donné, on parle d'un sentiment que je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir moi à une époque où j'étais très malheureuse, c'est-à-dire que il y a quand même plusieurs passages où on évoque le fait que Mathilde soit incapable d'éprouver du bonheur pour le bonheur des autres. Voilà, parce qu'en fait elle est tellement malheureuse qu'elle est complètement incapable de sortir de ce malheur et donc d'être heureux pour les gens qui vivent des choses positives, même les gens qu'elle aime le plus au monde. Et c'est vraiment des choses que j'ai ressenties, et sauf que elle, c'est vraiment de façon exacerbée. Elle parle du fait que voilà, elle trouve pas ça normal que les autres vivent de la joie alors qu'elle, elle est au fond du seau, et donc elle éprouve une espèce de jalousie, même pour sa sœur. J'ai trouvé ces sentiments, alors peut-être horrible pour certains, mais tellement juste parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie, et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que j'ai trouvé qu'il était d'une justesse. C'est pour ça que je vous le recommande. Et comme le livre d'Amélie Nothomb, c'est vraiment pas long, donc si vous avez un petit peu de temps à tuer, que vous voulez découvrir La plume de David Fonkino si vous ne la connaissez pas, et ben allez-y, je pense que ça peut être un bon livre pour démarrer. Et pour ceux qui l'auraient déjà lu, ben, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, ou si vous n'avez pas accroché et pourquoi. Toujours un plaisir de débattre avec vous. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé. Je suppose que cette update lecture était très long. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me le signifier en commentaire, me dire que vous étiez encore là, et me dire s'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous intéressent, si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. S'il vous plaît, si vous avez regardé cette vidéo, mettez un petit pouce pour que je puisse voir que je ne travaille pas pour rien, tout simplement. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!